pour notre génération, la catastrophe environnementale n'est plus une hypothèse. À moins de changements rapides, elle est devenue une certitude. Extinction des espèces, fonte des glaciers, désertification, pénurie d'eau potable, inondation des terres habitées, les impacts du réchauffement climatique sont trop nombreux pour en faire la liste ici. Cependant, il faut le mentionner, des progrès incroyables ont été faits dans les dernières décennies. De nos jours, il est devenu très difficile, voire impossible, de nier l'existence d'une crise écologique sans précédent. À part quelques illuminés, la plupart des acteurs sociaux, y compris les partis politiques, reconnaissent l'existence d'un problème environnemental majeur. Nous n'avons, pour ainsi dire, pratiquement plus personne à convaincre. De plus en plus, les statistiques démontrent que nos concitoyens et nos concitoyennes changent leurs habitudes de vie. Progressivement, certes, peut-être trop lentement, mais les habitudes sont réellement en train de changer. La totalité de nos maisons sont maintenant équipées de bacs de recyclage. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à faire du compost. Le marché des produits écologiques est littéralement en explosion. Il nous est maintenant possible d'acheter du maquillage écologique, du papier de toilette écologique, de la nourriture écologique, des meubles écologiques. Nous pouvons écrire sur du papier recyclé, boire dans des bouteilles recyclées, porter des vêtements recyclés et même se déplacer en bicyclette recyclée. Je crois pouvoir dire qu'il est aujourd'hui possible, durant toute sa vie, de consommer de manière entièrement verte et responsable. N'est-ce pas quelque chose de formidable? Pourtant, la destruction de notre monde se poursuit et en fait s'accélère. Alors un deuxième constat s'impose. Les gestes individuels de consommation verte sont peut-être réconfortants, romantiques et très à la mode, mais ils ne sont absolument pas suffisants. J'ajouterais même qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils peuvent détourner notre attention du vrai problème et à terme, ils peuvent même devenir contre-productifs. J'irais même plus loin en disant que les gestes individuels ont comme seule utilité de permettre aux individus d'être en paix avec eux-mêmes. Mais au niveau systémique, ils sont insuffisants et souvent, ils sont complices. Ils sont complices parce qu'ils culpabilisent les mauvaises personnes. Ils culpabilisent les travailleurs et les travailleuses dans leurs habitudes quotidiennes. Ils culpabilisent les gens à propos des activités qu'ils font le soir en revenant à la maison. Ce dont nous devrions parler, au contraire, c'est de ce qu'ils font pendant qu'ils sont au travail. Ce dont nous devrions parler, ce n'est pas de la consommation, c'est de la production. À force de se culpabiliser les uns les autres en comparant notre niveau de pureté écologique quotidienne individuelle, nous avons oublié que le cœur du problème ne se situe pas au niveau de la consommation. Il réside au contraire dans l'infrastructure même de notre économie, il réside au niveau de la production. En d'autres mots, le réel problème est beaucoup plus profond et beaucoup plus douloureux que nos habitudes individuelles. Le problème, je le disais, c'est l'infrastructure même de notre économie. Il s'agit de ce que nous produisons et de comment nous le produisons. Tant que nous contournerons cette question, notre action sera, au mieux, insuffisante et au pire, littéralement inutile. Notre action collective ne doit pas être la simple somme de nos actions individuelles. Notre programme, comme militant écologiste et comme militante écologiste, doit être à la fois plus vaste et plus réaliste. Nous devons rompre avec un système économique qui, structurellement, ne tient pas compte de ses impacts sur la nature. La situation dans laquelle nous sommes présentement n'est pas le résultat de l'insouciance de quelques-uns, il n'est même pas le résultat de l'insouciance de tous et toutes. La situation dans laquelle nous sommes est le résultat logique, le résultat nécessaire d'un système économique qui refuse d'admettre que le monde a des limites. Notre monde est limité. Toute
conception de la croissance économique comme illimitée ne peut donc, à terme, que détruire ce monde. La croissance durable, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Notre monde a des limites et la croissance économique, elle aussi, doit en avoir. Il faut rompre avec la culture du toujours plus. Le mouvement écologique doit être capable d'identifier clairement la cause de la crise écologique s'il veut être efficace. Cette cause, nous la connaissons. Elle n'a pas de visage, elle n'a pas d'emploi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, c'est une structure, c'est une vision du monde, c'est une idée, c'est une réalité, c'est un système économique et il porte un nom et il faut arrêter d'avoir peur de le nommer par son nom, il s'appelle le capitalisme. Voilà. Le mouvement écologiste, selon moi, doit impérativement prendre conscience de cela et réaliser qu'il ne vaincra pas seul. Ces timides alliances avec les mouvements sociaux et le mouvement syndical doivent se solidifier et donner lieu à un véritable front commun. Mais pour que ce projet devienne réalité, le mouvement écologiste devra comprendre que son adversaire est le même que celui des mouvements sociaux. Ceux-ci, en contrepartie, devront réaliser que la question écologique n'est pas une question parallèle à leur lutte pour la justice sociale. Au contraire, il s'agit de la même lutte et cela, à mes yeux, me semble aller de soi. Parce que les gens qui veulent augmenter les frais de scolarité dans nos universités, les gens qui veulent privatiser notre éducation, les gens qui veulent privatiser notre système de santé, les gens qui pillent nos ressources naturelles, les gens qui mettent à pied les travailleurs et les travailleuses, les gens qui tentent d'empêcher les travailleurs et les travailleuses de se syndiquer, tous ces gens-là sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes, avec les mêmes intérêts, dans les mêmes groupes, dans les mêmes partis politiques, dans les mêmes instituts économiques. Ces gens-là constituent une seule élite. Une élite gloutonne, une élite vulgaire, une élite corrompue qui ne voit l'éducation que comme un investissement dans du capital humain, qui ne voit un arbre que comme une feuille de papier et qui ne voit un enfant que comme un futur employé. Contre eux, si nous ne luttons pas ensemble, nous perdrons chacun dans notre coin. S'il n'intègre pas les préoccupations de justice sociale dans son discours et ses réflexions, le mouvement environnemental deviendra vite une mode dont se réclameront même les plus grands capitalistes. S'il n'embrasse pas la cause écologique, les mouvements sociaux et syndicaux, eux, deviendront des alliés objectifs d'un système économique destructeur. En fait, je crois que nous n'avons pas le choix. Nos sorts sont liés. Nos ennemis travaillent de concert et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, nous perdrons, tout simplement. Je ne prétends pas connaître la marche exacte à suivre. Ce n'était que quelques mots et j'espère qu'ils auront eu l'effet escompté. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que c'est dorénavant l'humanité elle-même qui fixe les critères de notre lutte. Nous devons reprendre possession de notre monde, à la fois de ses institutions et de sa nature, avant qu'il soit entièrement dissous dans l'acide du capitalisme financier globalisé. Cela peut sembler utopique, certes, mais l'autre alternative, celle de la négation et de la fuite vers l'avant, est encore plus utopique car elle est un raccourci vers la mort. Le rapport Géo5, publié l'an dernier, nous donne moins de 100 ans de survie avec du développement économique tel que nous le pratiquons avant notre asphyxie collective. Devant un tel ultimatum, une seule phrase me revient en tête. Et cette fois, ce n'est ni un slogan, ni une chanson révolutionnaire. C'est le choix auquel notre génération sera confrontée, la liberté ou la mort. Merci.